Mesdames et messieurs, bienvenue pour notre dernière table ronde et pas la moins importante. Le consentement sexuel ne pouvait pas ne pas être abordé dans une semaine où nous avons parlé toute la semaine de mon corps est-il à moi. Et de ce point de vue-là, bien que depuis la nuit des temps, le consentement sexuel ne soit pas fort discuté, là, maintenant, il l'est, depuis que, d'une certaine manière, la parole des femmes s'est libérée et je pense que tout le monde s'en réjouit. Le non-consentement ou l'absence totale de consentement pour un enfant, pour un garçon, pour une fille, pour une femme, ont des conséquences que tout le monde a très largement sous-estimées. Il est donc grand temps qu'on se penche sur ce que c'est que le consentement et nous allons l'aborder tant sur le plan épidémiologique, sous le plan médical et sur le plan juridique. Et tout d'abord, je vous présente Nathalie Bajos, que je remercie infiniment de nous avoir rejoints pour cette soirée. Nathalie Bajos est sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM et a beaucoup travaillé au plan démographique et sociologique sur la sexualité en publiant de très nombreux livres qui servent de référence à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet dans notre pays. Nathalie Bajos, quelle est l'ampleur du phénomène? Est-ce que le non-consentement augmente, diminue? Est-ce qu'on en s'aperçoit mieux? Est-ce qu'il est mieux mesuré? Bref, quels sont les chiffres dont on dispose? S'agit-il d'un problème? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement et très vivement Israël Nizan de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Avant de répondre directement à la question des chiffres, je voudrais essayer de cadrer un petit peu la question du consentement d'un point de vue sociologique. Vous le savez toutes et tous, c'est une notion qui est extrêmement polysémique et on reviendra dessus dans le cadre du débat. Polysémique, mais je dirais aussi surtout complexe et qui renvoie à différentes définitions selon les perspectives disciplinaires auxquelles on se réfère, que ce soit la sociologie bien sûr, mais la philosophie, le droit ou la politique. Alors, je ne vais pas revenir sur ces différentes acceptions, ni retracer l'histoire de la notion. Ce que je voudrais faire dans cette intervention, c'est développer le point de vue sociologique et aussi examiner, d'un point de vue de plus de santé publique, je dirais, les enseignements qu'on peut tirer de cette approche sociologique pour l'élaboration des politiques publiques. Alors, je suis certes sociologue et démographe, comme l'a rappelé Israël Nizan, mais je m'inscris néanmoins dans une perspective proposée par la philosophe Geneviève Fraisse, qui est spécialiste du sujet, qui a notamment, parmi de nombreux ouvrages, publié un livre qui s'appelle « Du consentement » qui vient d'être réédité, et qui considère qu'il ne faut pas voir ce thème comme une évidence. Et elle attire l'attention sur le fait, et je la cite, que dans la grande fresque des droits de l'humanité, le consentement individuel singulier, garant du sujet et de son intégrité, plaît à tout le monde. Et le consentement mutuel, par sa réciprocité, en est l'expression privilégiée. Mais elle souligne, et c'est là que le débat va être intéressant avec Maud tout à l'heure, que la mutualité du consentement désigne avant tout l'égalité des parties au sens juridique, plutôt que d'éventuelles inégalités ou disparités des raisons et des possibilités de consentir. Et débattre dans ces termes du consentement en référence à l'égalité des parties serait faire porter la controverse sur l'indécidable question de l'authenticité des choix individuels et masquer sa dimension politique en la réduisant à une affaire individuelle. Alors cette perspective, vous le comprenez, elle invite à penser les conditions sociales et politiques de l'expression du consentement ou du non-consentement et elle interpelle directement les sociologues. Avant de revenir brièvement sur les apports de l'approche sociologique, je voudrais répondre à la question que Israël Nizan a posée en vous donnant
que quelques chiffres, rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver de statistiques, ce n'est pas du tout mon propos, mais j'ai choisi de vous donner quelques chiffres, les plus récents d'enquêtes scientifiques, donc pas de sondage sur la sexualité, d'enquêtes scientifiques, qui permettent d'interroger la complexité de cette notion. Alors je crois qu'on sera tous d'accord aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, pour considérer que l'expression du consentement n'existe pas dans les rapports imposés par la contrainte, ou plus exactement que le non-consentement de la personne n'a pas été pris en compte et que la violence est une réponse à ce non-consentement, ce qui souligne bien d'ailleurs au passage les limites d'une approche individuelle de la réflexion autour du consentement. Alors, ces rapports contraints, tentatives de viol ou rapports ou viol, sont fréquents dans la population. D'après la dernière enquête que nous avons réalisée en 2016 sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, une femme sur 5 rapporte avoir été confrontée à une tentative ou un rapport imposé et un homme sur 20. Mais j'aurais déplacé avec vous un tout petit peu le regard, parce que évidemment la notion du consentement déborde celle des rapports violents, et proposer qu'on s'interroge sur un autre indicateur qui est celui des rapports sexuels que l'on accepte pour faire plaisir à son partenaire sans en avoir vraiment envie soi-même. Juridiquement, et je pense que Maud Nizan ne me contredira pas, il s'agit de rapports consentis et on sait très bien que le désir peut venir au fil de l'acte. On peut ne pas avoir envie tout de suite et puis finalement dans l'interaction, le désir vient, le plaisir vient et le consentement est bien présent. Mais au-delà de ça, comment expliquer que les femmes se trouvent beaucoup plus souvent dans des situations où elles acceptent d'avoir des rapports sexuels sans en avoir envie elles-mêmes pour faire plaisir à l'autre. 52% des femmes déclarent que ça leur arrive parfois ou souvent, contre 25% des hommes. Comment expliquer que les femmes qui dépendent financièrement et socialement de leur partenaire déclarent beaucoup plus souvent ce type de situation que les autres? Comment enfin expliquer que les femmes qui considèrent que, et je mets des guillemets, par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels, sont beaucoup plus souvent dans des situations où elles acceptent des rapports sexuels dont elles n'ont pas vraiment envie. Cette croyance en des besoins par nature, des besoins sexuels par nature plus importants pour les hommes que pour les femmes, étant une croyance qui fonctionne comme un mythe, mais je n'aurai pas le temps de développer. En tout cas, il me semble que ces quelques chiffres, et j'en donnerai pas d'autres, interrogent la notion même de consentement au-delà de son acception éthique, qui postule que le consentement exprime la volonté et la capacité d'un sujet pour lequel la possession de soi est la seule propriété naturelle, et il souligne, vous en conviendrez, de la nécessité de tenir compte des conditions sociales dans lesquelles peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer le consentement. Alors d'un point de vue sociologique, très rapidement, chaque société, vous le savez, édicte des normes juridiques, mais aussi des normes sociales de la sexualité qui définissent, et on va revenir dessus sur ce qui est légal, ce qui est interdit, qui définissent aussi ce qui est valorisé ou ce qui est proscrit, mais aussi des normes plus générales sur l'égalité entre les sexes et les sexualités. Et pour le sociologue, ou pour la sociologue en l'occurrence, la relation sexuelle, c'est une relation sociale qui mobilise au moins deux acteurs qui vont interpréter ces normes, ce qu'on appelle des scénarios culturels, et je reviendrai dessus en conclusion. En fonction, cette interprétation des normes va se faire en fonction de nos capitaux sociaux et culturels, et elle sera pas donc cette interprétation ne sera donc pas la même pour tout le monde. Et finalement, les attentes de chaque partenaire dans la relation sexuelle dépendent de cette interprétation des normes et bien sûr de leurs histoires personnelles et de leurs propres expériences. Et finalement, les résultats de la négociation, là où va se nicher la question du consentement, que cette négociation soit explicite ou implicite, qu'elle soit verbale ou gestuelle, elle va dépendre, in fine, des rapports sociaux de pouvoir entre les partenaires. Et ces rapports sociaux de pouvoir entre les partenaires dépendent des capitaux économiques, sociaux et culturels de chacun d'entre eux. Alors vous pouvez prendre tous les exemples d'un patron pour vraiment donner l'exemple le plus caricatural avec une de ses assistantes qui est dans une relation, vous le voyez évidemment, très inégalitaire. Alors on voit bien l'importance de ces scénarios culturels et de ces enjeux de pouvoir pour comprendre les possibilités sociales du consentement. Et finalement, je dirais que pour pouvoir personnellement consentir, il faut avoir le pouvoir de refuser socialement, et c'est ça qui me paraît très important. Quelques mots sur les perspectives que ça peut impliquer en termes d'action publique et politique. Ça implique d'agir à différents niveaux pour permettre l'expression du consentement sexuel. Et je reprendrai là encore l'expression de Geneviève Fraisse, il s'agit finalement de politiser le consentement, c'est-à-dire de définir ses conditions de possibilité dans une relation de pouvoir, la rendre politique finalement une position individuelle et juridique qui est déjà présente.
Alors les pistes d'action sont nombreuses, je ne vais pas toutes les évoquer, mais en tout cas elles sont nécessairement complémentaires. Je ne parlerai pas des évolutions juridiques parce que je laisserai ma voisine le faire, mais j'en distinguerai 4. La première, c'est, et je crois qu'il faut le rappeler, toute politique qui promeut l'égalité réelle entre les sexes et entre les sexualités est au cœur de notre sujet. Et cela concerne tous les domaines de la vie sociale et pas seulement la sphère de la sexualité qui, vous le savez, finalement reflète, en termes d'inégalité, les inégalités qui prévalent dans les autres sphères sociales. Et je renvoie ici, je fais référence aux inégalités en matière de salaire, d'emploi, de responsabilité politique, etc., etc. Les choses ont bien sûr évolué depuis ces dernières décennies, mais vous le savez, toutes les enquêtes le prouvent, les inégalités sont encore très marquées. En second lieu, il importe de lutter de manière efficace contre les discriminations fondées sur le sexe, et elles sont nombreuses, par l'application des dispositifs réglementaires qui existent, mais aussi de sanctions effectives lorsque le droit n'est pas respecté. Troisième point, il convient également de lutter contre les stéréotypes de genre qui font le lit de ces discriminations, mais en gardant bien à l'esprit que cette lutte contre les stéréotypes de genre est vaine si elle ne concerne pas en même temps les pratiques sociales qui, elles, restent inégalitaires. Il ne sert à rien de travailler que sur les stéréotypes si la réalité, les pratiques restent inégalitaires. Enfin, dernier point, c'est celui qui concerne l'éducation à la sexualité. Et je pense qu'elle a parmi ces objets, un rôle majeur d'inviter les jeunes à réfléchir sur la notion de consentement, au regard des contraintes sociales que je viens d'évoquer, et de les préparer, de leur apprendre à se préparer, parce que le consentement, ce n'est pas quelque chose de binaire et qui se déclare comme ça quand on n'y a pas pensé avant, au moment de la relation. Apprendre à dire oui ou à dire non, apprendre à entendre et à respecter la position de son partenaire. Et je voudrais terminer cette intervention en disant que finalement le consentement doit être une référence pour l'agir dans nos sociétés individualisées, et je pense qu'il ne saurait être par contre érigé en principe politique. Marlène Schiappa n'est pas là, c'est dommage, on aurait pu en débattre. Et je voudrais revenir sur une intervention qui a eu lieu hier pour bien montrer que, éclairer, et ce sera la fin de mon intervention, tout ce qui se passe au niveau de ces scénarios, tous les discours, qu'ils soient oraux ou écrits, ont une portée normative, plus ou moins importante bien évidemment selon la personne qui les prononce. Mais ces discours participent de ces scénarios culturels qui sont vraiment extrêmement importants. Et je voudrais revenir sur un petit texte de présentation que j'ai découvert tout à l'heure dans le train en venant, sur la question de l'IVG, qui est un thème qui est largement présent aujourd'hui. Et je cite la phrase qui présentait cette table ronde en disant qu'il s'agissait de savoir qui de la femme qui porte un enfant ou de l'enfant qui grandit dans l'utérus de sa mère était en mesure de choisir la destinée de la grossesse. Et si je voulais revenir sur cette citation en conclusion, c'est pour montrer que toutes les choses sont liées. Et quand on parle du consentement dans la sexualité, on parle de tout un tas de choses, parce que finalement, ce type de formulation, au-delà du fait que ça revient sur un droit fondamental acquis, qui est que c'est la femme qui décide toute seule de la décision quant à l'issue de la grossesse, je trouve qu'en mettant en parallèle la possibilité d'une femme de choisir et celle d'une capacité supposée d'un embryon, finalement, ça dénie aux femmes la capacité de choisir et ça les renvoie au statut qu'elles avaient dans la société d'Ancien Régime où, socialement et politiquement, elles n'avaient pas le droit de consentir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On ne va pas refaire le débat d'hier sur l'IVG, mais très clairement, ce n'est pas parce que quelque chose est dans la loi qu'on n'a plus le droit d'en débattre. Et donc le débat éthique est ouvert, même quand on parle de quelque chose qui est dans les faits et dans la loi depuis 44 ans. Violaine Guérin, le non-consentement, l'abus sexuel et les violences sexuelles, que ce soit dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même plus tard dans la vie conjugale, peuvent avoir des conséquences médicales. Et c'est donc au médecin que je m'adresse qui a étudié cette question. Quels sont les arguments qui prouvent qu'il y a une filiation possible
entre des événements de cette nature et une pathologie qui pourra apparaître plus tard. Alors effectivement, bonsoir à toutes et tous. Je remercie le professeur Nizan de m'avoir invité à partager ce moment avec vous, et je vous remercie aussi monsieur Nizan de nous inviter, comme disait Nathalie Bajose, à tous réfléchir à ce sujet du consentement, parce qu'en soi c'est déjà un acte de prévention. Alors je vais répondre à votre question, mais je voudrais dire des petites choses en introduction, à savoir que en tant que jeune médecin, à l'âge de 24 ans, j'étais jeune interne en médecine et j'ai été très tôt obligée de réfléchir à cette notion du consentement parce que j'étais dans un service de cancérologie où on avait des patients en stade terminal et c'était donc une réflexion extrêmement importante à avoir sur la notion de consentement aux soins face à des patients qui parfois refusaient les traitements ou même demandaient d'accélérer en fait cette phase terminale. En 1988, nous avons eu la loi Hurier qui a encadré les recherches biomédicales et donné une définition du consentement de façon très très précise, en précisant qu'il devait être libre, éclairé et express. Alors il n'y avait pas le terme mutuel dans ce terme de consentement, mais on verra que express finalement voulait dire un peu également tout cela. Et je trouve qu'en matière de consentement sexuel, ces trois mots sont tout à fait essentiels et qu'ils finalement le définissent peut-être avec une très grande justesse. Et je vais revenir sur ces trois mots, car avant ces trois définitions, en fait, je voudrais effectivement vous sensibiliser ici tous sur pourquoi doit-on finalement donner un consentement à un acte sexuel. Alors c'est tout à fait fondamental parce qu'un rapport sexuel non consenti va être une atteinte à l'intégrité de l'être humain qui le vit. Et en 2019, effectivement, plus aucune personne ne doit ignorer les atteintes qui sont des conséquences de ces violences sexuelles qui sont réalisées, que l'on présente trop souvent comme des banals troubles psychologiques. Mais aujourd'hui, la médecine, et il y a de plus en plus de publications qui en font état, réalisent que les violences sexuelles pour les personnes qui n'ont pas fait de parcours de soins adapté, c'est-à-dire entre autres qui n'ont pas fait un parcours de soins qui prend soin du corps et pas que de la tête, eh bien ces personnes-là ont une espérance de vie qui est diminuée. Ces personnes-là vont développer des pathologies qui sont des pathologies somatiques, souvent graves, des pathologies auto-immunes, des cancers. On sait aujourd'hui que les personnes qui ont vécu des violences sexuelles plus fréquemment sont dans des situations d'addiction, alcool, drogue et d'autres conduites addictives, que ce sont des personnes qui ont plus de risques de faire des tentatives de suicide ou de se suicider, puisqu'aujourd'hui, si on pose la question aux urgences portes à une personne qui est amenée pour une tentative de suicide, eh bien dans quasiment 50% des cas, on retrouvera dans les antécédents de la personne qu'elle a été victime de violences sexuelles. Donc c'est très très important aujourd'hui de se rendre compte à quel point ces violences ne sont pas du tout anodines et elles n'impactent pas que la santé puisqu'elles impactent également tout le parcours de vie des personnes, leur sexualité, leur vie de couple. Et puis, comme le rappelait M. Nizan, les violences sexuelles, ça touche les enfants avant tout. Vous êtes ici à Strasbourg, au siège du Conseil de l'Europe, qui rappelle régulièrement qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. C'est le cas dans notre pays, donc vous voyez l'ampleur numérique de tout cela. Donc le consentement, il est tout à fait fondamental. Il est libre, il doit être libre, donc cela exclut, et je pense que Maud Nizan nous redonnera l'importance de chaque mot que je vais prononcer. Cela exclut la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et cela exclut, moi je rajouterais, toute technique de manipulation, puisque en particulier dans les cas d'inceste et les violences faites sur enfants, il y a beaucoup de techniques de manipulation. Éclairer, ça veut dire que la personne doit être informée des risques et des conséquences des violences sexuelles. Donc notre société minimise encore beaucoup trop, puisque au lieu de poser les justes mots que vous allez peut-être entendre tout à l'heure, trop souvent nous parlons de violences sexuelles
en évoquant des mots comme des jeux du docteur, des jeux entre cousins-cousines, des caresses, des chatouilles, des grivoiseries, là où il faudrait vraiment prendre conscience que ce sont des agressions sexuelles. Et la personne doit également ne pas être dans un état de confusion au sujet de la sexualité. Et aujourd'hui, de nombreux jeunes en particulier sont très confus par rapport à ce que c'est que la sexualité. Et il nous arrive en consultation des choses qui n'arrivaient pas il y a 30 ou 40 ans. Une jeune patiente qui va me dire, par exemple, qu'elle a eu ses premiers rapports avec 2 personnes rencontrées sur Facebook, des choses qui n'existaient vraiment pas. Donc il y a de la confusion parce que les jeunes sont envahis par la pornographie, sont envahis par des jeux vidéo où on va gagner une vie si on viole une femme. Même sur les plateaux télé, vous avez régulièrement vu des dérapages en matière d'agression sexuelle. Donc il y a énormément de pertes de repères et cela, ça va être important également dans l'éducation au consentement. Ensuite, bien entendu, vous avez entendu parler de ces agressions sexuelles réalisées sous drogue ou sous alcoolisation. Et ça ne permet pas de donner un consentement éclairé, bien entendu. Enfin, express signifie que la personne tierce doit recevoir un consentement clairement énoncé, exprimé. Et je vais vous inviter, pour ceux qui ne la connaissent pas, à regarder la petite vidéo que des Anglais ont fait et qui est traduite maintenant en français, qui s'appelle T-Consent, comme le T-T-E-A, consent, qui travaille toutes ces facettes du consentement et elle peut être visualisée de 5 à 99 ans. Elle ferait beaucoup de bien à tout le monde. Voilà, donc en matière de consentement aux soins, il y avait également des mesures additionnelles qui sont posées pour les personnes mineures, les personnes vulnérables et les incapables majeurs. Et en matière de consentement sexuel, notre code pénal français présente des carences justement pour préciser ces facettes avec ces personnes jeunes, vulnérables. Donc, cette notion qui, en France, a été créée en 1994, d'atteinte sexuelle dans notre code pénal, eh bien, au sein de l'association dont je m'occupe, Stop aux violences sexuelles, nous souhaiterions qu'elle disparaisse du code pénal français. Elle a été, en fait, à notre sens, elle permet de correctionnaliser beaucoup trop souvent des viols qui sont réalisés sur mineurs en de banales agressions. Et cette notion qui est définie comme le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans, ça veut dire de moins de 15 ans, à notre sens, ne traduit que la méconnaissance de tous les professionnels qui interviennent. Il faut tous qu'on l'on reconnaisse qu'on n'est pas formé dans nos cursus sur le sujet des violences sexuelles, mais que donc il y a cette méconnaissance parce que les violences sexuelles faites sur mineurs, normalement, on doit toujours pouvoir démontrer au moins de la manipulation, de la menace ou de la surprise. Donc la notion de discernement, elle n'existe pas non plus dans notre code pénal français. Les Canadiens y travaillent beaucoup à cette notion et à également inscrire dans leur code pénal des choses beaucoup plus précises en matière de consentement. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on débatte. Et puis, justement, vous rappeliez que ces derniers mois, nous avions beaucoup débattu en France sur le sujet du consentement. Il y a beaucoup de confusion. Donc c'est formidable de nous inviter à y réfléchir. Et pour conclure, je voudrais rappeler que la meilleure prévention des violences que l'on puisse faire est d'enseigner et d'éduquer sans relâche au respect de soi et au respect de l'autre. Et comme le disent les Canadiens, quand ils sont dans leur technique de prévention vis-à-vis des jeunes et des petits en particulier, ils leur demandent de bien écouter si ça fait oui ou si ça fait non à l'intérieur de soi. Merci. Alors le moment de la grossesse est un moment que tout le monde admet comme étant un moment de vulnérabilité. Et c'est aussi un moment où il va y avoir beaucoup de gestes sur le corps d'une femme, des gestes qui peuvent être vécus comme très intrusifs. Et souvent, les professionnels de santé ignorent tous les antécédents de la femme qu'ils soignent. Pour eux, c'est une femme comme tout le monde, et pourtant, elle a déjà vécu probablement, 1 fois sur 5 en tous les cas, des choses qu'elle a parfois même enfouies dans sa mémoire
par des strates d'oubli qui lui permettent tout simplement de vivre. La grossesse apparaît donc comme un moment où on pourrait aborder cette question, poser des questions et peut-être même prendre en charge différemment. Et il nous apparaît en ce moment que beaucoup de circonstances qui apparaissent comme violentes aux femmes au cours de leur suivi et de leur accouchement auraient pu être prévenues si les personnels avaient su et connu la situation particulière de la femme. Nadine Knezovic est sage-femme et se préoccupe beaucoup de cette question depuis pas mal de temps et est en train de mettre, et c'est un cas pratique, une structure de soins et de prise en charge pour les femmes qui, au cours de leur grossesse, dévoilent cet antécédent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous remercie de m'avoir invité il y a 7 minutes à passer du stade d'animatrice à oratrice, avec mon consentement, certes express, mais voilà. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence, puisque ça a été fait très très vite. C'est un sujet que je connais bien, mais j'ai juste eu besoin de mettre mes idées. Tu remplaces Madame Schiappa, qui nous a dit hier qu'elle ne pouvait pas venir. Je suis fort honorée, mais j'aurais adoré qu'elle soit là. Alors, ces deux questions, mon corps est-il à moi, et la question du consentement, sont vraiment au cœur des préoccupations d'un patient, et plus particulièrement d'une patiente quand elle rentre à l'hôpital. Est-ce que vraiment mon corps est encore à moi? Pourtant, il manque un mot pour être complètement raccord avec cette table ronde, c'est le mot sexuel. C'est vrai que le consentement sexuel à l'hôpital, ça n'a pas vraiment sa place. Et bien pourtant, dans la spécialité dans laquelle nous travaillons, en gynéco-obstétrique, ce mot a tout son sens. En gynéco-obstétrique, on touche au corps des femmes, on touche au sexe des femmes, on touche à l'intimité des femmes. Et si nous, professionnels, gynécologues obstétriciens, sages-femmes, médecins, les seuls autorisés à rentrer dans cette intimité-là, perdons cela de vue, nous pouvons devenir dangereux à notre propre insu. Pour la femme, c'est son intimité, c'est son sexe. Nous, c'est 15 touchés, 20 touchés, 10 accouchements, enfin peu importe, on a l'habitude. C'est un organe, une prise en soin. Alors bien sûr, on s'occupe de la femme qui est autour. Je suis un petit peu caricaturelle en disant ça. Mais pour la patiente, pour elle, c'est son histoire, c'est sa journée, c'est son examen. Dans un cadre de référence habituel, dans une famille habituelle, on éduque l'enfant à la pudeur. Tout petit, un tout petit d'1 an et demi qui se promène tout nu, ça gêne personne. 2 ans, on commence à lui dire « Allez, habille-toi ». 3 ans, ferme la porte des toilettes. Et si à 6 ans, il continue à se balader tout nu quand il y a des invités, c'est qu'il y a un petit problème dans le cadre de référence. Donc on est tous, normalement, éduqués à respecter notre intimité, notre pudeur et celle des autres. Et là, soudainement, la femme devrait pouvoir se mettre nue devant des gens qu'elle ne connaît pas, 2, 3 personnes qui parlent, pendant qu'il y en a une autre qui lui met les doigts dans le vagin. Vous voyez que très vite, quand on fait un zoom arrière, je crois que je suis spécialisée dans les zooms, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Il est absolument essentiel d'apprendre à nos étudiants, à nos soignants, de demander l'autorisation de toucher le corps. Alors là, moi, je parle en gynéco-obstétrique, mais j'aimerais bien qu'on fasse la même chose dans toutes les spécialités. Mais en gynéco-obstétrique, c'est vrai que c'est beaucoup plus prégnant. Qu'on demande l'autorisation de toucher, de pratiquer un toucher vaginal. Combien de femmes ont témoigné du non-consentement lors de ces examens? On ne m'a pas demandé. Et pourtant, à aller chez le gynéco, chez la sage-femme pour faire un toucher, ça paraît évident. Eh bien, il faut aller au-delà de cette évidence. Moi, ça fait 30 ans que je suis sage-femme. Ça ne fait que 10 ans que je demande. Pourtant, pendant 20 ans, j'avais l'impression de très bien faire mon métier, j'avais l'impression d'être bienveillante, mais je ne demandais pas à une femme si elle était prête, si je pouvais l'examiner, puisqu'elle venait pour ça. Je peux vous dire que ça a complètement changé ma pratique. Alors, quand on s'intéresse aux chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, on sait que et le Conseil de l'Europe, qui est très proche, nous le dit, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Situation dans laquelle son consentement, thème du jour, n'a jamais été demandé. Et même s'il lui avait été demandé, il n'est pas en âge, à 5 ans, de le donner. Les conséquences sont dramatiques. Dans une de nos cohortes, et vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons eu un réseau maternité addiction et nous avons suivi plus de 500 femmes qui étaient utilisatrices de drogue, d'alcool,
plein de substances toxiques pendant la grossesse. Et on a repris tous les antécédents de ces femmes-là. Et là, on avait coché toutes les cases, 80% d'antécédents de violences sexuelles, avec des pathologies de la grossesse, des pathologies du lien mère-enfant, des choses très compliquées. Dans une de vos spécialités, le déni de grossesse, vous pourrez mieux en témoigner que moi, nous sommes à plus de 50% d'antécédents de violences sexuelles. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui impacte 20% de nos patientes. Ça veut dire que quand on a une salle d'attente pleine, on va en avoir plein, 20%. Imaginez ce que ça fait pour une femme qui est encore en amnésie traumatique ou qui n'en a jamais parlé ou qui est dans le déni, quand elle se retrouve dans une salle d'accouchement où il y a du travail, on l'installe avec nous dans nos gestes habituels, avec des ceintures, il y a beaucoup de travail, on lui dit « mais bougez pas, ça va aller, attendez, je vous examine, tout va vite ». Et bien, il peut y avoir des choses qui remontent d'un coup, comme une espèce de bombe qui ressort sous l'eau et qui explose. Combien de professionnels de la naissance ont vu des femmes littéralement péter les plombs et sans comprendre pourquoi? Quand on va chercher un petit peu, on peut retrouver ces explications. C'est là où je vous demande de l'indulgence parce que j'ai beaucoup rayé de choses. Une étude, alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes qui pètent un plomb en salle d'accouchement ont été victimes de violences sexuelles. Je ne dis pas que toutes les femmes qui font des dépressions du postpartum ont été victimes, mais quand elles ont été victimes, il se passe des choses derrière. Une étude anglaise a montré, on ne s'y est pas encore été intéressé en France, a montré que la première cause de mortalité dans la première année de vie des enfants, c'est le suicide de la femme. Ce n'est pas l'hypertension artérielle, ce n'est pas l'hémorragie de la délivrance. D'accord ? Donc quand on a ces chiffres-là, et il y a des médecins dans la salle qui se sont intéressés à cela, mais si on allait gratter un tout petit peu, on pourrait avoir la fantaisie de croire de trouver d'autres choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le corps continue à appartenir aux femmes et que leur consentement soit demandé systématiquement pour tous les gestes. Et moi, je suis plus spécialisée en gynéco-obstétrique pour tout ce qu'on va faire. C'est le moment où une femme doit devenir autonome, devient mère, et c'est le moment où justement on ne fait pas attention à elle. Et si elle est dans ses antécédents des choses difficiles, c'est encore plus compliqué. Moi, je rêverais d'un endroit où, à l'instar de... Moi, j'ai appris à faire des prises de sang quand j'étais toute jeune sage-femme, il n'y a pas très longtemps, je faisais mes prises de sang sans gants. Ça fait 15 ans maintenant qu'on met des gants pour faire des prises de sang. Ça s'appelle les précautions universelles. Pourtant, tous les gens ne sont pas porteurs d'hépatite C, d'HIV, mais on le fait pour nous protéger. Et si on prenait ces mêmes précautions universelles pour les femmes que nous allons accompagner, parce qu'on sait qu'il y a 20% de patientes là-dedans qui sont plus fragiles que d'autres et qui ne pourront pas énoncer. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser la question systématiquement. Et beaucoup de professionnels disent « mais comment je peux demander si elle a été victime de violences sexuelles? C'est super compliqué. » Quand on le met comme tout le reste et qu'on pose la question effectivement avec bienveillance, qu'on a une certaine épaisseur d'oreille et qu'on accepte d'entendre, ça ira. On se dit que c'est difficile pour les professionnels, mais imaginez-vous pour la femme, comment voulez-vous qu'elle vous le dise? Si vous avez du mal à poser la question, elle ne peut pas vous le dire si vous ne posez pas la question. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un parcours de soins dédié pour les patientes qui ont été victimes, pour des patientes à qui on n'a jamais demandé leur consentement et à qui leur corps n'appartenait plus parce que quelqu'un d'autre aussi se l'était approprié. Et je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Je vous remercie. Maud Nizan, que dit la loi de la France? Bonsoir. Alors, je vais intervenir ce soir avec plusieurs casquettes, celle de l'avocat qui défend parfois des victimes d'agressions sexuelles et parfois également des personnes qui sont accusées d'avoir commis des violences sexuelles. Et je suis aussi là en raison de mon engagement associatif au sein d'une association de protection des droits de l'enfant, où j'ai à défendre des enfants victimes de violences sexuelles, et au sein d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes, où bien sûr la question de la violence sexuelle revient régulièrement. Ce que je vais essayer de faire, pour ne pas vous faire un exposé de la loi qui est parfois un petit peu rébarbatif, c'est que je vais essayer de vous dresser les contours de la loi au travers de mon expérience des tribunaux, et de vous faire ce retour d'expérience de la manière dont on traite le consentement sexuel dans nos tribunaux, d'une manière parfois bien éloignée de ce que souhaiterait la population.
Le consentement sexuel a deux facettes. Il est d'abord intérieur. La personne consent d'elle à elle-même, avant tout. Et parfois, il est compliqué de se connaître suffisamment, de comprendre son propre désir, de se fixer ses limites. C'est à mon avis ce qu'a un petit peu questionné l'affaire Weinstein, entre autres, puisque quand on avait ce témoignage de cette jeune actrice qui décrivait une relation sexuelle pour lesquelles elle a émis des regrets à tout le moins, on peut se demander si elle a accepté le rapport sexuel pour des bonnes raisons, si elle le souhaitait vraiment, ce rapport, si elle s'est sentie libre de le refuser. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, cette question du consentement interne de la personne ne sera pas l'objet de la recherche des juges dans les tribunaux. Les juges, ils ne s'attarderont pas sur le désir de la plaignante. Cette question-là, ils ne se la poseront pas. Ce qu'ils vont rechercher, les juges, c'est bien sûr l'expression du consentement. Et donc la facette externe ou plutôt extériorisée du consentement. Ils vont chercher à savoir ce qu'a exprimé la personne de son consentement et ce qu'a pu en comprendre le partenaire. Pourquoi ? Parce que les infractions sexuelles sont des infractions intentionnelles. On va donc chercher à savoir si la personne qui est accusée d'agression sexuelle ou de viol avait l'intention de se passer du consentement de son partenaire. Et pour condamner une personne accusée de viol ou d'agression sexuelle, les juges vont se poser deux questions. Nous, les juristes, on fait toujours deux parties. Donc, la première qu'ils vont se poser, c'est la personne avait-elle la capacité de consentir ? Et si elle l'avait, eh bien, est-ce qu'elle a effectivement consenti ? Alors, toutes les personnes sont-elles en capacité de consentir à des actes sexuels ? Bien sûr, la question mérite d'être posée pour certaines catégories de personnes, dont je vais aborder 3 d'entre elles. D'abord, les personnes handicapées. La réponse peut peut-être paraître évidente, mais bien souvent, elle ne l'est pas, puisque tout dépend bien sûr de la nature et du degré du handicap de la personne. Et il faut aussi tenir compte du fait que certaines personnes handicapées ont une vie sexuelle, expriment un désir, et ça va être extrêmement compliqué de savoir si au moment des faits, elles avaient la capacité de consentir. Pour cela, les juges vont s'appuyer sur les experts. Mais les experts, parfois, ne vont pas trancher la question, parce qu'elle ne sera pas tranchable. Il n'y a pas de science exacte en la matière. Et parfois, les experts vont se contredire entre eux. Donc ce ne sera pas simple de faire la part des choses et d'établir si la personne avait la capacité de consentir. Et on ne pourra pas résoudre cette question, bien sûr, au préalable, en prévoyant que toutes les personnes handicapées seraient dans l'incapacité de consentir. Deuxième catégorie de personnes pour lesquelles on peut se demander si elles sont en capacité de consentir, c'est celles qui étaient sous l'autorité d'une autre. Alors ça peut être un ascendant, par exemple un parent, un beau-parent, mais ça peut être aussi un professeur, un moniteur de colonie de vacances, toute personne qui était en position d'autorité au moment des faits. Eh bien, comme pour les personnes handicapées, on va chercher si la personne placée dans cette situation avait la possibilité de consentir ou si elle a été contrainte aux actes sexuels et donc empêchée de les refuser. La loi ne prévoit pas que ces personnes soient incapables de consentir et on va rechercher si le consentement a existé. Autrement dit, le statut même des protagonistes, beau-père, belle-fille, moniteur de colonie, jeune personne en colonie de vacances, eh bien, ne suffira pas à établir qu'il y a eu une absence de consentement. On va aller rechercher si ce consentement a existé ou non, même si la contrainte morale sera plus facilement retenue comme élément constitutif d'un viol ou d'une agression sexuelle. Et la loi prévoit également que si ces actes n'étaient pas consentis, alors le fait qu'ils aient été commis par une personne ayant autorité aggrave sa culpabilité et donc la peine encourue. C'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante. Troisième catégorie de personnes pour lesquelles on peut douter de leur capacité à consentir, les mineurs. Les mineurs pour lesquels on se demande s'il existe un âge en dessous duquel ils ne pourraient pas consentir à des actes sexuels.
Eh bien, la loi française ne prévoit pas de seuil, ne prévoit pas d'âge avant lequel un mineur ne pourrait pas consentir à des actes sexuels. Il n'y a pas de majorité sexuelle en France. Mais lorsqu'on a dit ça, bien sûr, on n'a pas tout dit. Pour établir si un viol ou une agression sexuelle a été commis, les juges vont rechercher s'il y a eu des actes de violence, menaces, surprise ou contrainte. Lorsqu'un enfant est très jeune, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de discernement, âge qui n'est pas défini par la loi et qui sera au cas par cas, et on le comprend bien puisque tout enfant n'a pas atteint le discernement au même âge, eh bien lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de discernement, les juges retiendront le plus souvent que les actes sexuels ont été commis par surprise, l'enfant n'étant pas capable de comprendre ce qui lui arrivait et donc pas capable, bien sûr, de consentir aux actes sexuels. Lorsqu'il est moins jeune et qu'il comprend, mais qu'il a été placé dans une situation où il ne pouvait pas refuser les actes sexuels, les juges retiennent la contrainte morale. Et la loi récemment a encore précisé cette notion de contrainte morale afin qu'elle soit retenue plus facilement. Donc la loi ne prévoit pas d'âge avant lequel le consentement sexuel n'est pas possible et plusieurs affaires judiciaires ont récemment défrayé la chronique puisque c'était notamment 2 affaires dans lesquelles des hommes adultes avaient eu des relations sexuelles avec des très jeunes filles de 11 ans et dans lesquelles on s'est posé la question de savoir si ces jeunes filles de 11 ans avaient consenti. Ça a beaucoup choqué l'opinion publique et notre secrétaire d'État qui est absente ce soir et qui aurait pu nous en parler, notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme a annoncé une réforme qui prévoyait qu'avant 15 ans, un enfant ne serait pas susceptible de donner son consentement sexuel. Il y aurait donc eu automatiquement viol en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de 15 ans. Quand on dit mineur de 15 ans, ça veut dire mineur de moins de 15 ans. Finalement, cette réforme n'a pas été adoptée, une loi a bien été votée cet été, mais sans que l'on retienne cet âge limite. En revanche, cette loi a réprimé plus fortement l'atteinte sexuelle, dont Violaine Guérin parlait tout à l'heure, et dont je vais également vous parler très rapidement pour vous dire que l'atteinte sexuelle, c'est une infraction qui pénalise la personne adulte qui aurait eu des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans, point, qu'elle soit consentante ou non. C'est-à-dire que ce comportement d'avoir des relations sexuelles en tant qu'adulte avec un mineur de 15 ans est en soi pénalisé, entraîne en soi la culpabilité pénale de la personne adulte. Et on le sanctionne lourdement et plus lourdement depuis cette réforme du mois d'août dernier. Donc on considère que le fait d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans engage la responsabilité pénale de l'adulte quand bien même le mineur aurait été consentant. Cette question du consentement continuera de se poser, car sinon ça entraînerait une présomption de culpabilité, ce qui est quand même très contraire à l'esprit de notre droit. Et ça peut choquer qu'on continue à parler de consentement des mineurs de moins de 15 ans, mais quand même, on a une infraction lourdement réprimée qui permet automatiquement de condamner une personne qui aurait eu de tels rapports avec une ou un mineur de 15 ans. Ceci étant dit, j'illustrerai avec un cas que j'ai eu à assister un homme très récemment devant la cour d'assises qui était accusé d'avoir violé une jeune fille qui entrait dans les 3 catégories que je viens d'évoquer. Il s'agissait en effet de sa belle-fille, elle était mineure de 15 ans et elle était handicapée mentale. Alors dit comme ça, bien sûr, les choses paraissaient simples et le verdict évident. Et je peux vous dire qu'après plusieurs jours d'audience, après avoir entendu les experts, les témoins, les parties, l'accusé, la partie civile, après être entrés brièvement dans leur vie respective pour comprendre leur parcours respectif et leur parcours commun, eh bien plus personne dans la salle d'assises, d'un côté comme de l'autre, plus personne n'avait les certitudes qu'ils avaient en arrivant. Et la peine a été d'ailleurs très différente de celle qui était envisagée au départ. Ceci pour vous dire qu'il ne faut pas penser que les choses peuvent être automatiques parce que les histoires sont toujours singulières. Et c'est la même chose lorsque les personnes sont en capacité de consentir. Et là encore, il va bien falloir avoir la certitude que la personne est consentie. Alors, la preuve du consentement, on ne l'aura quasiment jamais, bien sûr. On n'a pas d'écrit, c'est rare en tout cas, qu'on puisse prouver que son partenaire était consentant pour avoir des relations sexuelles.
Donc on va chercher à démontrer l'absence de consentement et on va chercher des preuves. Les juges vont s'attarder à chercher des preuves pour se forger leurs convictions. J'aimerais passer en revue avec vous les différents modes de preuve qui permettent de démontrer l'absence de consentement, et vous verrez que c'est parfois extrêmement difficile de le démontrer. Et j'irai de la preuve la plus probante à celle qui l'est le moins, à mon sens, en commençant par la preuve reine, celle que l'on conteste rarement, la preuve scientifique. Souvent, on a l'ADN. C'est une avancée de la science, on est dans un forum de bioéthique. L'ADN fait partie des novations, bien évidemment, qui servent énormément la justice. Eh bien, dans le cas du viol, même lorsqu'on le retrouve l'ADN de la personne qui est accusée, parfois ça ne suffira pas, et souvent même, parce que ce qui est en question, ça n'est pas l'existence même du rapport sexuel, vous l'aurez compris, mais c'est l'existence d'un consentement. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on retrouve l'ADN de la personne que l'on a prouvé quoi que ce soit. Donc même cette preuve qui est fiable à presque 100%, eh bien ici, ne suffira pas souvent. Et même les traces de violence physique, qui là aussi sont matériellement démontrables, la présence d'hématomes par exemple, qui peuvent être constatés par les médecins légistes, eh bien parfois n'y suffiront pas parce que l'accusé pourra les expliquer par la brutalité d'un rapport consenti. Donc là aussi, parfois, même la preuve matérielle n'y suffira pas. Ensuite, on a les témoins. Malheureusement, il est rare, dans ces cas de viol ou d'agression sexuelle, que l'on ait des témoins des faits. Le plus souvent, le viol, eh bien, c'est le crime où la parole de l'un vient se confronter à la parole de l'autre sans que des tiers puissent venir témoigner. On aura quand même des témoins, mais ce seront des témoins qu'on appelle des témoins de personnalité, des témoins qui viendront nous éclairer sur ce que sont les personnalités des protagonistes. Très bien, mais ça ne suffira pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on viendra vous décrire l'accusé comme étant quelqu'un qui se comporte mal avec les femmes, qui a un comportement macho, ça n'en fera bien évidemment pas un violeur. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on va décrire la partie civile comme une personne ayant des mœurs légères ou comme une menteuse que ça empêchera que ça puisse être une victime de viol. On s'appuiera alors sur les expertises psychiatriques et psychologiques, tant de l'accusé que de la victime. Bien sûr, elles sont intéressantes, dignes d'intérêt évidemment. Elles viennent, la plupart du temps, nous donner une idée de la construction de la personnalité des personnes, des difficultés éventuelles qu'elles rencontrent. Elles nous renseignent sur leur vie psychique et quand c'est le cas, bien évidemment, ce sont des éléments qui aident les magistrats et les jurés populaires, quand il y en a, à se forger leurs convictions. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe et il existe des rapports d'expertise qui, à mon sens, doivent être écartés. C'était le cas notamment dans un dossier où j'avais un rapport d'expertise psychologique de la victime, de la partie civile, qui indiquait « La victime pleure en racontant les faits, ses pleurs sont sincères, les faits ont probablement eu lieu. » Lorsque les experts psychologues ou psychiatres en viennent à se prononcer sur la probabilité des faits, sur la probabilité que les faits aient été commis, eh bien, je suis circonspecte, bien évidemment, et j'espère que, comme moi, les juges les écartent pour se forger leurs convictions, car ça n'est pas cela qui était demandé aux experts, bien sûr. Restent les éléments de contexte, les circonstances dans lesquelles les faits ont eu lieu. Ça vient bien évidemment éclairer les débats et le fait qu'ils aient pu avoir lieu ou pas. Et on est très tenté en général d'en tenir compte, mais là aussi il faut faire très attention parce que notre référentiel n'est pas toujours le même que celui des parties en présence. Et la manière dont on estime qu'une relation sexuelle peut avoir lieu, les circonstances dans lesquelles on pense qu'elle ne peut pas être consentie, tout cela est très relatif. Et je me dis souvent que lorsque l'on entre dans la cour d'assises, on devrait laisser à sa porte ses propres limites, sa morale, son éducation et la manière qu'on a de voir la relation sexuelle. Parce que celle qui a eu lieu entre ces personnes est peut-être très éloignée que ce que nous, on s'est imaginé dans nos représentations. Et je défendais il y a quelques années un homme qui avait vraiment beaucoup d'éléments de ce que je viens de vous citer, tous les éléments de preuve que je viens de détailler,
beaucoup d'éléments contre lui. L'ADN qui avait été trouvé lors de la consultation médico-légale, les bleus que la jeune femme avait sur le dos, les témoins qui indiquaient que ce monsieur était un homme extrêmement jaloux, c'était son ex-compagne, la partie civile, et donc il avait manifesté beaucoup de jalousie quant à ses rapports avec d'autres hommes. Le contexte, les expertises, c'est le rapport d'expertise que je vous ai cité tout à l'heure, donc vous comprendrez que c'était quand même un petit peu contre lui. Et le contexte, puisque le rapport sexuel avait eu lieu nuitamment sur un parking contre le capot d'une voiture après une nuit passée en boîte de nuit, où en plus les parties s'étaient copieusement disputées devant témoins. Eh bien pourtant, les jurés populaires et les 3 magistrats professionnels ont décidé d'acquitter cet homme, jugeant que le rapport était consenti. Il est sain que les juges cherchent des preuves avant de condamner une personne à de nombreuses années de prison. Je pense que vous vous réjouirez tous avec moi que la seule parole donnée ne puisse pas suffire à condamner une personne pour des faits aussi graves. Et c'est une garantie, bien sûr, pour notre état de droit, même si, c'est certain, le combat des victimes en sera impacté et certaines d'entre elles ne verront pas leur agresseur condamné. Et la récente loi qui a été prise au mois d'août 2018 a donc augmenté la répression de plusieurs manières différentes, mais on pourra y revenir, a augmenté la répression des infractions sexuelles. Et là, je vais rejoindre pour conclure mes voisines pour parler de l'éducation, parce que oui, je suis pour que la loi soit plus répressive contre les infractions sexuelles, mais je viens de vous démontrer qu'on aura toujours cette difficulté de la preuve. Et à mon sens, nous n'axons pas assez l'effort, et quand je dis nous, vous aurez bien compris que ça doit être un effort politique, sur l'éducation. On vient d'avoir une loi qui a été votée pour plus de répression, soit, mais on a également une loi de la France qui indique que nos jeunes doivent être éduqués dans les collèges, dans les lycées, et ils ne le sont pas, ou alors par des personnes bénévoles et pas par l'État. Je crois également qu'il faut former nos juges, qui le sont déjà, mais pas suffisamment, notamment à ce qu'est le stress post-traumatique, l'amnésie post-traumatique, la sidération, pour qu'on arrête de penser qu'une dénonciation tardive est suspecte. Et bien sûr, éduquer nos enfants, d'une part, à se poser la question de leur propre consentement et à savoir exprimer leur refus, mais aussi à recueillir le consentement de leur partenaire. Et je pense que, bien sûr, on n'éduquera pas tout le monde. Il y a des infractions sexuelles qui continueront d'être commises, mais par l'éducation, on pourrait éviter un grand nombre d'infractions sexuelles. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais encore interroger le panel sur le fait suivant. La plupart des viols ou des abus ne viennent jamais devant la justice, car c'est un proche qui est l'auteur des gestes et que la honte, ou plutôt la peur des conséquences, empêche totalement de porter plainte ou de signaler le fait. Et ma question, c'est comment améliorer les choses? Est-ce que ce cas d'une jeune de 11 ans, réputée consentante par la justice, face à un homme de 28 ans qui était d'ailleurs coutumier du fait, ne pourrait pas être modifié si on avait accepté de mettre un seuil en deçà duquel personne ne puisse aller raconter que le consentement était possible. Alors, le seuil de 15 ans, qui voit beaucoup d'adolescents, il y a des adolescents qui, concernés au même âge et dans la même classe, ont des rapports véritablement consentis en dessous de 15 ans. Et bien entendu, quand j'entends parler d'un rapport entre une jeune de 14 ans et d'un homme de 40 ans, je fais la grimace, comme chacun d'entre vous ici. Mais quand j'entends parler d'un rapport avant l'âge de 13 ans, en particulier dans le cadre de l'IVG, j'ai toujours la puce à l'oreille d'un rapport non consenti. Et même si on a du mal à retrouver cela dans les statistiques, la
la manière de se comporter d'une petite de 11 ans qui vient pour une IVG accompagnée par son papa qui est dans la salle d'attente et qui attend patiemment, c'est quelque chose qui personnellement me heurte. Et donc j'aurais tendance, à titre personnel, à appeler de mes vœux que oui, on fixe un seuil, peut-être pas à 15 ans, parce que là on embouteillerait les tribunaux avec des choses qui n'ont pas à y être, mais que 13 ans eût été peut-être une bonne chose et qu'il faudra y venir. Est-ce que vous avez les unes et les autres un avis là-dessus? Nathalie. Oui, c'est une question extrêmement... Enfin, vous avez posé deux questions extrêmement importantes. La première, c'est le décalage entre les faits, puisqu'en plus, tous les chiffres qu'on cite, on sait que ce sont des estimations minimales, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile de parler d'actes de violence. Donc, il y a un vrai enjeu, mais Maud l'a rappelé, de formation, non seulement des professionnels de la justice, mais aussi, et c'était d'ailleurs une des recommandations récentes du Défenseur des droits, de tous les acteurs qui sont en mesure d'entendre les plaintes de ces femmes. Des femmes qui arrivent dans un commissariat pour porter plainte et qui se voient mal reçues, pour dire les choses de manière euphémisante, c'est un vrai enjeu. Et puis après, il y a aussi, mais là je laisserai Maud répondre, aussi un enjeu terrible de dossiers qui sont classés, alors pour certains par manque de preuves évidemment, mais aussi pour des raisons de disponibilité des magistrats. Donc il y a quelque chose à faire pour réduire le gap, permettre que les femmes et les hommes, même s'ils sont concernés dans une moindre proportion, mais que les personnes victimes puissent faire valoir leurs droits. C'est un enjeu majeur qui appelle des réponses à différents niveaux. Mais il y a quelque chose à faire, c'est évident. Pour ce qui concerne l'âge et la proposition de dire qu'en deçà d'un certain âge, on peut postuler qu'il n'y a pas de consentement, moi, je fais partie de ces personnes qui ont proposé que ce ne soit pas 15 ans, mais 13 ans, et appuyé sur des données d'enquête nationale sur la sexualité, où, effectivement, avec la loi, les termes de la loi tels qu'ils ont été rappelés par Maud, il suffit qu'une jeune fille de 14 ans qui commence une relation sexuelle avec un jeune homme de 17 ans et quelques mois, dès lors qu'il est majeur, à ce moment-là, il tombe sous le coup de la loi. Et on sait très bien qu'il y a des parents qui vont pouvoir utiliser cet argument pour exercer un contrôle social sur la sexualité de leur fille. Et en fait, les rapports avant 13 ans, avant 15 ans, entre 13 ans et 15 ans, ils sont à 90% dans l'année des 14 ans. Donc si on fait que c'est l'âge de 13 ans, qui est l'âge moyen aussi de la puberté pour les filles, ben voilà, tant pis, c'est pas grave, il y aura 3-4 cas de jeunes filles de moins de 13 ans qui avaient consenti. Mais je crois que ce serait au moins une façon de pallier cet enjeu majeur qui est celui du manque de preuves. Et donc, c'est une position que je soutiens tout à fait. Violaine. Alors, vous avez posé deux questions, effectivement. L'absence de dépôt de plainte dans de nombreux cas. Il est vrai que c'est très, très compliqué d'aller déposer plainte contre des membres de sa famille, etc. Il faut juste savoir qu'il y a une grosse réflexion à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle la justice restaurative, qui, à mon sens, dans les cas d'inceste, permettrait de mieux gérer les situations plutôt que de passer systématiquement devant les tribunaux. Donc ça, c'est une première réflexion. En ce qui concerne l'âge du consentement, c'est une discussion que nous avons souvent avec le groupe juridique et judiciaire et aujourd'hui de l'association. Et aujourd'hui, finalement, si tous les professionnels étaient extrêmement bien formés sur le sujet des violences sexuelles, eh bien l'arsenal juridique français suffirait. Et poser un âge est extrêmement complexe, effectivement. Alors, il faut quand même rappeler que la moyenne d'âge du premier rapport sexuel est toujours, depuis assez longtemps, tourne toujours autour de l'âge de 17 ans. Il faut rappeler une chose très fondamentale que peu de gens ont oubliée, c'est que l'âge de la puberté, pendant des siècles, a été à l'âge de 17 ans. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une diminution de l'âge de la puberté absolument catastrophique, puisque moi, en tant qu'endocrinologue, maintenant, je ne fais même plus de bilan de puberté précoce si on a une puberté à l'âge de 10 ans, ce qu'il y a 30 ans, nous faisions bien évidemment. Donc tout cela, ça veut dire qu'il y a des éléments à la fois sociétaux, mais également des perturbateurs endocriniens et plein de choses qui font que l'âge de la puberté baisse. Et quand j'entends Madame Bajose, là, je suis un peu gênée quand vous me parlez de la puberté à l'âge de 13 ans pour justifier l'âge de 13 ans, parce que j'entends beaucoup de gens le faire. Et vraiment, il faut que tout ce qu'on garde en tête qu'elle était à l'âge de 17 ans
Et il faut qu'on se questionne sur ces variations et de ne pas utiliser cette variation, en tout cas pour justifier un âge. Alors, les gens qui sont le plus en avance sur la planète, sur cette réflexion du consentement, sont les Canadiens. Et eux, ils ont vraiment intégré cette notion dont Maud Nizan parlait, du discernement. Et surtout, ils ont mis un âge à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'ils considèrent les relations entre majeurs et mineurs. Et ils analysent aussi l'âge du consentement mineur, en précisant de façon extrêmement détaillée, en fonction des âges, les différences d'âge qu'il peut y avoir entre 2 mineurs et à partir du moment où eux vont les condamner, en fait. Nadine. N'ayant aucune compétence juridique, par contre, la seule chose, c'est la clinique. Nous, notre porte d'entrée, c'est essentiellement des grossesses non désirées. Et c'est vrai que la difficulté pour nous, c'est quand on a, j'ai en tête plusieurs situations où une jeune fille de 13 ans avec un jeune majeur, où on voit qu'ils sont amoureux, qu'ils ont l'air d'être bien ensemble, ok, mais on peut avoir la famille derrière qui fait pression, effectivement, et à l'inverse, des jeunes filles de 15 ans où vous avez un homme de 30-35 ans derrière qui, en plus, est l'adulte accompagnant. Donc là, c'est extrêmement compliqué pour nous, et même quand on fait appel à la justice, on peut avoir des situations où, en fait, on n'a pas de répondant au niveau de la justice parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de situation préoccupante. Maud. Nadine vient de le dire très bien. Je crois qu'on est dans le cas par cas et il faut y rester. Parce que vous trouverez des jeunes filles de 12 ans et demi, pubères, et qui ont du désir. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais avec un homme adulte, c'est quand même que ça questionne, bien évidemment, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a une infraction prévue pour cela. Et ce que je voudrais dire, donc cette personne pourra être condamnée et condamnée lourdement. Donc là-dessus, moi, personnellement, ça me rassure. Mais en ce qui concerne les cas que vous citez, notamment des jeunes filles de 11 ans, il s'agit de 2 dossiers qui ont eu lieu, différents l'un de l'autre et que je connais pas de l'intérieur, donc je ne voudrais pas trop m'y attarder, mais ce que je pense de manière très générale, c'est qu'il ne faut jamais légiférer sur des cas. C'est le cas depuis quelque temps d'ailleurs. Alors oui, on est choqué parce que dans une situation, il y a eu quelque chose, un loupé. Et d'ailleurs, dans un des 2 cas de ces jeunes filles de 11 ans, il y a un gros loupé judiciaire. Pourquoi ? Parce que la personne a été acquittée et il n'y a pas eu ce qui aurait dû avoir lieu, c'est la requalification en atteinte sexuelle et la condamnation de cette personne. Donc oui, on est choqué parce que la personne ressort libre et acquittée. Soit, je le rappelle, il ne faut pas légiférer sur un cas particulier. Pourquoi ? Parce que vous en aurez d'autres dans l'autre sens. Alors, on a dans notre pays la présomption d'innocence. L'automatisme n'est pas de mise. Et ce que je voudrais dire aussi pour terminer sur cette question, c'est que on est dans des cas extrêmement résiduels. C'est-à-dire que quand on a une enfant de 11 ans avec un homme de 40, on aura une condamnation. Alors oui, il y a un cas, mais on aura une condamnation parce qu'entre la contrainte morale, la surprise peut-être, parfois la violence et souvent la menace, on aura beaucoup de possibilités de condamner cette personne avec ce qu'on a déjà dans la loi et avec des circonstances aggravantes en plus. Merci, et on va donner un peu de lumière dans la salle pour vous donner la parole comme de juste. Alors, levez bien haut la main, au 3e rang. Aurélien, là. Cyril, en premier. Merci aux organisateurs de nous avoir permis de réfléchir sur ce thème important. En effet, la réflexion, c'est peut-être la première arme de prévention. À titre personnel, j'ai été sidéré. J'ai découvert un chiffre, le chiffre de 1 enfant sur 5 a subi des violences sexuelles. Ça veut dire que chacun d'entre nous en connaît un, en croise un, et qu'il y a des millions d'enfants dans notre pays qui ont subi des violences. Alors pour moi, ça porte un nom, ça porte le nom d'une épidémie, voire peut-être d'une pandémie, probablement, et dont le docteur Guérin nous a parlé des complications sur le long terme, somatiques, non somatiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des expériences de dépistage, parce que lorsqu'on a une épidémie, on met en place un dépistage.
Est-ce qu'on a des expériences dans d'autres pays? Est-ce qu'on a des études? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce qu'il n'est pas urgent de mettre en place un dépistage? Violaine, et ensuite Nathalie sur l'aspect épidémique, pandémique. Alors malheureusement dans notre pays, on a fort peu de données sur les violences sexuelles faites sur mineurs. Et contrairement à d'autres pays, mais c'est de toute façon toujours assez difficile sur le plan épidémiologique à questionner. Mais normalement, ça devrait être fait. Tous les ans ou tous les 2 ans, il y a des enquêtes publiées par le ministère de l'Intérieur qui étudient les violences faites dans la société. Et c'est l'Institut national de haute sécurité de justice qui conduit ces études. Et on interroge les mineurs et les majeurs pour tout ce qui sont les faits de délinquance, vol de téléphone portable, infractions et autres. Et dès lors qu'on questionne le sujet des violences sexuelles, on n'interroge plus que les majeurs. Donc déjà, tous les chiffres qui sont donnés en France régulièrement ne concernent dans l'ensemble que les majeurs. Donc voilà, ça, il faut être bien conscient de cela. Depuis quelque temps, il y a eu une étude importante qui a été faite par l'Université de Bordeaux 2 il y a quelques années, suite à l'ouverture de la parole de la joueuse de tennis Isabelle de Mongeau. Et là, une enquête a été conduite spécifiquement chez des jeunes sportifs mineurs. Mais on ne peut pas dire qu'on a de vraies enquêtes épidémiologiques en France. Il y en a quelques-unes qui commencent à être instaurées. Il y en a une, par exemple, actuellement au niveau des Antilles, où il y a énormément de dégâts. Nous conduisons nous-mêmes une étude épidémiologique parce que nous trouvons qu'on manque de chiffres. Les Canadiens sont venus conduire une étude qui s'appelle PAGE, le parcours amoureux des jeunes, à la fois sur le territoire canadien et d'autres territoires, et donc ils l'ont aussi conduite en France, donc on a quelques chiffres par rapport à ça, mais on manque cruellement de chiffres. Nathalie. Oui, je partage tout à fait le constat selon lequel on manque de chiffres, et en particulier sur les violences dans la toute petite enfance. Alors le chiffre de 20%, je crois que ça vient d'une confusion entre une femme sur 5 qui déclare avoir été confrontée à des violences, et 1 fois sur 2, c'est avant l'âge de 18 ans. Enfin, en tout cas, en France, il n'y a pas de données qui permettent d'établir ce chiffre. Mais je dirais, peu importe que ce soit, c'est très certainement pas de cet ordre-là, mais peu importe, quand bien même ce serait 1%, c'est déjà inacceptable et insupportable. Donc je crois qu'il faut absolument avoir des données d'enquête sociologique, épidémiologique et démographique, et c'est ce qu'on essaye de faire sur des échantillons représentatifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la question que vous soulevez, alors on peut appeler ça une pandémie, on peut appeler ça effectivement, parce que on le retrouve c'est un invariant de toutes les sociétés humaines, mais, et c'est une démographe qui vous le dit, peu importe le chiffre, ce qui est important, c'est, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'on en parle, et que les professionnels de la petite enfance, y compris les professionnels de santé, mais pas que, puissent être véritablement formés à ces enjeux-là, et que toutes les occasions de dialogue, de dépistage, entre guillemets, soient véritablement mobilisées pour faire parler de ça. Alors, on a parlé tout à l'heure des femmes au moment de la grossesse, bien sûr, mais il y a toutes les consultations en PMI, chez le pédiatre, chez les généralistes, etc. Et je crois que là, on manque véritablement d'une réflexion, d'une formation des professionnels et d'une vraie stratégie de parler, de dépister ces violences très particulières qui sont faites aux enfants, quel que soit le chiffre. Et puis il y a la commission Sauvé qui va bientôt faire un état des lieux pour ce qui concerne les abus sexuels, mais dans l'Église catholique. Est-ce qu'on pourra mesurer ça? Oui. Parce qu'il s'agit d'enfants en période où on n'a pas accès à les interroger, et si on les interroge quand ils sont adultes, il y a la moitié d'entre eux qui ont enfui ça sous des tonnes d'oubli. Oui, c'est un vrai enjeu méthodologique, mais rien n'empêche, il y a des enquêtes qui sont faites, et notamment des enquêtes épidémiologiques qui sont faites auprès des enfants, des tout-petits de la naissance, où on les suit pendant plusieurs années. Je pense en particulier à la cohorte ELF. Simplement, voilà, il faudrait introduire des questions, mais vous n'allez pas interroger... Enfin, ça pose... C'est passionnant comme sujet, mais ça soulève énormément de questions, y compris des questions éthiques.
sur la façon dont on va parler à ses enfants, quelle réaction on va avoir, etc., etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est que l'estimation minimum, c'est que parmi les femmes qui déclarent avoir été violentées, 1 sur 2, ça s'est passé avant 18 ans et dans 1 cas sur 3 avec une personne de l'entourage proche, le père, le beau-père, l'oncle, etc., etc., etc. Mais il y avait évidemment beaucoup de personnes enfouissent ce genre d'expérience traumatisante. Ce qui explique qu'on n'aille pas en parler à la justice, ce serait le scandale familial. Nadine. Oui. Nadine. Moi, je voulais juste dire que c'est avec la parole qui s'est libérée ces derniers mois, notre équipe au CHU de Strasbourg s'est formée. Donc, on a commencé par les sages-femmes. On est en train de former les médecins également. Et toutes nos sages-femmes ont dit, mais 1 sur 5, non, c'est pas possible, on n'y a pas cru. Et on a une de nos sages-femmes qui a dit, mais moi, j'y crois pas, c'est pas possible, ça fait des années que je consulte, moi, j'ai des populations un peu particulières, j'ai un super contact avec elles, mais elle ne posait pas la question. Et ça fait 6 mois qu'elle est formée, elle a son petit tableur Excel, 10 patientes par jour en consultation, enceintes, elle en a 2 à 3 tous les jours, et tous des victimes avant 15 ans. Voilà, donc c'est tout petit, c'est local, mais ça montre bien que quelqu'un qui était extrêmement sceptique, qui a commencé à poser la question, a des réponses qu'elle n'attendait pas. Violaine, et après la salle. Oui. On a à peu près les mêmes chiffres dans tous les pays qui n'ont pas fait de prévention. En France, on présente les violences sexuelles comme des violences faites aux femmes par des hommes, alors qu'il faut vraiment réaliser que les violences sexuelles sont des violences faites d'abord aux mineurs, garçons et filles, à quasi-égalité, et par des hommes, certes, mais aussi par des femmes. Et ça, c'est aussi une autre facette que peu de gens en France sont prêts à entendre. En revanche, au niveau des publications internationales, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a au moins 20% de femmes auteurs d'agressions sexuelles. Et donc, en France, il faut vraiment qu'on ait ce désir d'avancer, d'aller chercher les chiffres. Et c'est vrai que souvent on invoque c'est compliqué d'aller poser des questions aux mineurs et autres, mais les autres pays le font. Et pour répondre à votre question, il y a des études en Suisse qui ont été conduites sur des grands échantillons d'enfants. Il y a des études sur quasiment tous les pays dans quasiment tous les pays de la planète. Bonsoir. Alors, il faut du consentement. Mais comment le recueillir ? Alors, là, je suis assez étonnée parce qu'on a parlé de son importance, on a parlé de ses conditions, libres, éclairées, mutuelles. Mais comment on fait pour recueillir un consentement ? Quelle est la méthode ? Alors, vous avez parlé du petit clip, justement, où on propose de demander le consentement à l'autre. Mais est-ce que c'est adapté au jeu amoureux, au jeu érotique ? Est-ce que tout le monde a envie de parler avant d'avoir un rapport sexuel, a envie de parler de ça ? Je me pose la question. Et on peut aussi se demander qui devra recueillir le consentement sexuel ? L'homme, la femme, les deux ? Idéalement les deux ? La preuve du consentement. Maude. La preuve du consentement, bien sûr, je l'ai déjà abordé, ça restera, à mon sens, la preuve de l'absence de consentement qu'on cherchera. La preuve du consentement, on ne pourra quasiment jamais l'apporter. En revanche, et c'est par l'éducation que je pense qu'on peut répondre à cette question, en fait, donc ça ne relèvera peut-être pas de ma compétence d'y répondre, mais je pense que si vous interrogez autour de vous tous les hommes et les femmes, il n'y en aura, à mon avis, pas beaucoup qui vous diront qu'ils ont un jour eu à douter du consentement de leur partenaire. Ou alors, ça a peut-être engendré effectivement une discussion, peut-être une dispute, que sais-je. Mais je crois quand même qu'on sait, a priori, et surtout si les personnes sont en capacité de se questionner elles-mêmes sur leurs propres désirs, et qu'on les éduque à cela peut-être, eh bien, on est quand même, à mon avis, en capacité de savoir recueillir le consentement de l'autre sans forcément que ça passe par un écrit et un contrat. Ça, c'est sûr que je ne pense pas que ce soit souhaitable. Oui, mais après un rapport sexuel, on peut avoir un remords. Absolument. Surtout quand on est toute jeune. Et on peut le lendemain se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne voulais pas. Le regret et le consentement, ce sont deux choses totalement différentes. Le consentement ne peut se donner
qu'au moment des faits, il ne peut pas se retirer. Donc on peut avoir des regrets de ce qu'on a fait, on peut se dire 20 ans plus tard, et je pense, moi, que c'est ça qui s'est passé dans l'affaire Weinstein, même s'il y a peut-être plusieurs situations et qu'il a peut-être violé des femmes, j'en sais rien. Mais il y a aussi ce regret qui est que 20 ans plus tard, lorsqu'on est assuré, lorsque on est devenu une femme plus mûre et lorsqu'on se connaît mieux soi-même, eh bien on sait, et je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup d'entre nous, on sait à quel moment finalement on n'aurait peut-être pas dû et on n'était pas finalement très raccord avec son propre désir et on est allé au-delà des limites qu'on aurait bien voulu pouvoir se fixer si on en avait eu la maturité. Oui. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'avais une question sur le consentement. Alors en fait, dans la Grèce antique, il y avait une maladie qui s'appelait la suffocation hystérique, qui en fait, l'utérus remontait au niveau du foie et empêchait la respiration parce que la femme ne couchait pas avec des hommes. Donc j'y vois quand même une idée assez perverse qui dit on doit coucher avec la femme, consentement ou pas, pour qu'elle ne soit pas malade. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un héritage de ça aujourd'hui où le violeur se dit le non-consentement, coucher avec non-consentement est un mal pour un bien pour la femme? Je crois Qui qu'on répond Nathalie. Que vous évoquez, mais peu importe. Je ne dirais pas les choses exactement dans ces termes, mais ce qui est certain, c'est que, et ça rebondit aussi sur la question précédente, comment on consent, comment on prouve son consentement, c'est que toutes les normes que j'évoquais tout à l'heure, elles sont très inégalitaires. Quand les hommes et les femmes et les hommes sont persuadés que les hommes, ils ont besoin d'avoir des rapports sexuels, parce que s'ils n'ont pas de rapports sexuels, c'est une vision du corps-machine, ça ne va pas aller physiquement, ils vont avoir des tas de problèmes. Il y a cette espèce d'obligation sociale à accepter des rapports sexuels, y compris quand on n'en a pas envie. Est-ce que là, on peut parler de consentement? Donc je crois que, je ne vais pas refaire le topo, il y a des réponses à des niveaux politiques, à des niveaux éducationnels, et c'est vrai que c'est important d'apprendre à réfléchir à ces questions-là avant de débuter sa vie sexuelle, mais aussi quand on l'a débuté, d'apprendre à pouvoir dire oui, à pouvoir dire non, mais il faut avoir les moyens de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. Et la vraie question pour moi, elle est là, c'est pas que de l'information, c'est indispensable, mais c'est pas que de l'information. Voilà. Violaine. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nathalie dans les chiffres, ce moment de on a un rapport pour faire plaisir. Qui montre toute la complexité des choses. Mais c'est avec ma casquette d'endocrinologue que je voudrais demander à Nathalie si elle a posé la question aux femmes, si elles prenaient une contraception chimique ou pas. Parce que ce qu'on ne nous dit pas trop, nous les femmes quand même, c'est que prendre la pilule, ça engendre une castration chimique et donc ça diminue forcément aussi notre libido. Ça, c'est un sujet qui... Enfin, on ne va pas rentrer dans le débat parce que c'est très controversé. Effectivement, il y a des papiers qui montrent qu'il y aurait une baisse de libido avec la pilule, d'autres qui montrent que non, et des méta-analyses qui... Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet. En tout cas, pour répondre à votre question, oui, on a regardé cette question en tenant compte des pratiques contraceptives et en distinguant les contraceptions hormonales et les autres, et il n'y avait aucun lien. Aucun lien. Moi, Oui, Maude. Je voulais juste ajouter que le consentement n'est pas le désir sexuel de la femme. Il peut y avoir des consentements qui ne sont pas liés à leur propre désir ou à leur propre plaisir. Le consentement, il peut être pour faire plaisir à son mari, il peut être pour obtenir une rémunération, il peut être divers, et après on peut y mettre la morale bien évidemment, mais en tout cas le consentement ne correspond pas à la notion de désir exactement, pas toujours en tout cas, souvent j'espère. Moi j'aurais une question pour Nathalie Bajos, parce qu'en fin d'exposé vous avez exposé les pistes. Alors vous dites lutter contre les inégalités, vœu pieux, affaire compliquée, ça va mettre des années et on est pressé. Ensuite, vous dites lutter contre les discriminations sexuelles, vœu pieux, ça va mettre des années et on est pressé. Ensuite, vous dites lutter contre les stéréotypes de genre. On a failli avoir les ABC de l'égalité dans les écoles et on est vite revenu en arrière. Même ça, on n'est pas capable de le faire. Et enfin, vous dites
inviter les jeunes à réfléchir sur le consentement. Mais aujourd'hui, au lieu de les éduquer dans les classes, on leur donne un libre accès à la pornographie, qui est un apprentissage du non-consentement. Une femme, quand elle dit non, en fait, ça veut dire oui. Et si on la fait bien jouir, elle regrettera d'avoir dit non. Donc on apprend à nos jeunes à pas consentir. Alors on peut faire des lois après contre les pinceurs de fesses dans la rue, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait en disant, et si on éduquait nos jeunes dans les écoles, on a une loi depuis 2001 qui est absolument pas appliquée. Donc, quand j'entends vos pistes, je pleure de pessimisme. J'en suis désolée, mais je me permets juste de vous rappeler, cher Israël, que j'interviens ici en tant que chercheuse, et moi j'essaye de décrypter une réalité sociale et d'indiquer les pistes. Après, ça relève de la responsabilité des politiques de les mettre en place, mais le rôle du chercheur, c'est aussi d'accumuler des connaissances scientifiques, mais c'est aussi de les partager comme on peut le faire aujourd'hui avec... Madame Schiappa n'est pas là, mais il y a des tas de gens dans la salle, et c'est notre travail de parler de tout ça. Ce que je voulais juste attirer l'attention sur le fait que, bien sûr, vœu pieux, mais les choses évoluent quand même. Si vous regardez les inégalités entre les femmes et les hommes dans la société française, on est encore loin d'avoir atteint l'égalité. Mais quand même, voyez le verre à moitié plein, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent. Il faut continuer. Ce que je voulais juste dire, quand on parle de sexualité, vous le savez très bien, on ne parle pas que de sexualité. Quand on parle de rapport de pouvoir dans la sexualité, on ne parle pas que de la sexualité, on parle aussi des capacités et qui renvoient aux positions sociales des femmes et des hommes. Vous prenez l'éducation à la sexualité, je ne peux être que d'accord avec vous. Pour autant, regardez les derniers guides de formation pour les personnes qui interviennent dans les écoles édictés par le ministère de l'Éducation nationale. On a, et j'en faisais partie, produit un rapport quand j'étais au Conseil à l'égalité pour dénoncer ces manuels qui étaient totalement d'un autre siècle. Tout a été changé. Donc moi, je dis il y a beaucoup de choses à faire. Il faut poser les choses comme on le fait ce soir, avec un regard pluridisciplinaire, juridique, médical, de terrain, sociologique, épidémiologique, etc. Mais les choses, moi je suis plus optimiste, mais il ne faut rien lâcher. Par rapport justement à l'éducation, par rapport à l'éducation à la sexualité. Allô, allô. Donc, par rapport à l'éducation à la sexualité, la loi dit 3 séances par an, hein, et bien évidemment, ce n'est pas appliqué. Vous avez dit, au niveau des personnels formés, vous avez oublié les conseillers conjugaux et familiaux qui sont formés. Il y en a quand même, je crois, autour de 2000 à 2500. Mais pour entrer dans un établissement scolaire, et quand nous recevons les élèves, bien souvent, c'est à la place de 2 heures de sport. Donc, ils ne sont pas du tout contents. Et quand il y a les cours de maths, ça va bien. Les cours de français, ça va bien. Mais voilà, donc je voulais juste rappeler quand même qu'il y a des personnels qui sont formés et qui peuvent intervenir. Autre chose par rapport à les interruptions volontaires de grossesse. Par rapport aux interruptions volontaires de grossesse, j'ai travaillé en centre de planification dans un centre d'IVG. Et en fait, pour les femmes qui demandaient des interruptions de grossesse 1 fois, 2 fois, 3 fois, bien souvent, il y avait eu justement des violences, soit dans leur petite enfance, soit en cours quand elles venaient demander. Donc justement, avec une formation supplémentaire concernant les violences aux femmes, on a une écoute plus importante et justement, dans ces conditions-là, les femmes parlent. Merci. Nadine, sur l'information à la sexualité. Alors, vous prêchez une convertie, hein, très clairement. Il est essentiel que les soignants soient formés sur le dépistage des violences sexuelles, sachent comment faire, comment recueillir la parole. C'est d'ailleurs l'exemple que j'ai donné dans la table ronde sur l'IVG avec un antécédent de violence sexuelle.
Pour tout ce qui est éducation à la sexualité, ben oui, les soignants y participent. Après, il n'y a pas de moyens quand même. Donc, à un moment donné, le système s'arrête de lui-même quand vous n'avez pas de moyens qui suivent. Et il y a quand même quelque chose d'important. Si les soignants dans les hôpitaux sont formés, alors moi, je reprends vraiment mon tout petit prisme de terrain, on est bien d'accord. Mais si en périnatalité, les soignants sont formés à dépister les violences sexuelles, expliquent aux femmes ce que c'est que de la limite, le corps, l'enfant, eh bien c'est l'éducation vraiment très 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 tôt qui permettra d'expliquer l'importance du consentement et à qui appartient le corps. Mais on en est encore loin. Mais c'est le début. Mais la formation, elle est indispensable. Mais la loi prévoit que ces heures soient déjà dans la petite enfance, l'éducation affective. Et il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Il y a des pays qui ont 3 fois moins de violences sur mineurs. Je pense aux pays du nord de l'Europe. Et quand on regarde ce qu'ils font, à l'âge de 6 ans au CP, mon corps est à moi, tu n'as pas le droit de me laver entre les fesses quand tu me donnes le bain, parce qu'un enfant de 6 ans ne sait pas qu'il n'appartient pas à ses parents et qu'ils n'ont pas le droit de tout faire avec lui. Et ces pays ont réussi, par la prévention sur les enfants, à faire en sorte que les enfants soient moins facilement abusables par leurs proches, puisqu'on a vu que c'est surtout les proches qui les abusent. Oui, Nadine ? C'est 80% dans le cercle familial autour de l'enfant. Il y a une BD extrêmement bien faite qui s'adresse aux enfants de 2 à 4 ans, qui est faite par le Conseil de l'Europe, qui s'appelle Kiko et la main. Mais entre 2 et 4 ans, parler de consentement, aujourd'hui, ce n'est pas encore tendance en France. Donc l'idée, c'est par exemple que les maternités donnent ça aux mères pour pouvoir justement s'en servir. Donc il y a des idées, il y a des choses à faire, mais on est au début. Et aux pères, bien sûr, évidemment. Mais nous, on a les mamans dans les maternités la nuit. Les pères, on les a moins. Alors, non, mais oui, c'est celui qui marchait pas bien tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup d'être venu parler de ce sujet. Vous l'avez dit, c'est en parlant qu'on commence à faire avancer les choses. Alors, vous avez beaucoup parlé d'éducation et ça m'a fait penser à une question. Ma question porte sur le devoir conjugal. Il n'y a pas un manuel de droit de la famille qui n'évoque pas le devoir conjugal entre époux, qui est donc un devoir d'avoir des relations sexuelles entre époux qui existe dans notre droit. Il est invoqué dans de nombreux cas de divorce. Il est peu sanctionné parce qu'on considère que généralement il n'y a pas de preuve en fait que le devoir conjugal a été violé. Donc finalement il existe comme ça en droit, mais il a très peu d'implications. Et je me demandais si pour des raisons symboliques et d'éducation, il ne serait pas temps de s'en débarrasser. Du devoir conjugal ou de la notion ? Alors, faut-il dégager le devoir conjugal de la loi française ? Probablement, parce que c'est une notion extrêmement désuète qui perdure comme certaines et puis qui finissent par quand même être supprimées de nos lois. Mais ce que je retiens, c'est que la jurisprudence actuelle n'utilise quasiment jamais cette notion, ne la définit pas par évidemment un nombre de rapports qui seraient, voilà, il n'y a pas de normes par rapport à ça. En revanche, ce qui existe, c'est des cas où il n'y a pas du tout de relations sexuelles, jamais, à aucun moment du mariage. Et là, ça peut être en effet utilisé en justice. Mais à part ça, je n'ai jamais vu de situation, alors à part pour reprocher la faute à son conjoint de ne pas avoir assez de rapports sexuels, mais en général, ce n'est pas retenu par les magistrats pour le divorce pour faute. Peut-être préciser aussi que, pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est que le viol entre époux, enfin, dans le cadre du mariage, n'a été reconnu, si je ne m'abuse, qu'en 1982 entre conjoints. Enfin, qu'il puisse y avoir un viol au sein d'une relation conjugale, ça n'a été reconnu juridiquement qu'en 1982. C'est quand même ce qui supposait avant que tout rapport sexuel au sein du Nathalie, vous avez un regard sur les statistiques de la France. Et les statistiques, quand même s'il est difficile d'interroger les femmes, nous montrent une courbe de Gauss sur l'âge des IVG dans notre pays.
Et ma question, elle porte sur le début de la courbe de Gauss. Combien y a-t-il d'IVG dans notre pays, à moins de 15, à moins de 14, à moins de 13, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est quelque chose qui est mesuré? Parce que je vois là un certain moyen de savoir, alors ce qu'on mesurait beaucoup, c'était la naissance d'enfants chez des mères de moins de 18 ans, mais ça c'est un élément qui devient extrêmement rare et c'est pas marquant. Par contre, la grossesse non souhaitée en bas âge, si j'ose dire, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être un marqueur. Qu'en pensez-vous? Non, on a les chiffres très précis des IVG selon l'âge. Je ne les connais pas par cœur. Hein. Je disais tout à l'heure, avant la table ronde, j'ai 10 milliards de chiffres dans ma tête et dans ma tablette, mais je suis incapable de les restituer. Mais ça existe. On renseigne en France, pour chaque acte d'interruption volontaire de grossesse, il y a un bulletin qui est rempli et qui renseigne sur l'âge de la femme. Donc on a très précisément les chiffres de mémoire. En tout cas, pour ce qui concerne les 13 et 14 ans, c'est extrêmement, extrêmement peu. Mais c'est quand même de l'ordre, je dirais, de plusieurs centaines. Et je pense que c'est effectivement, la remarque que vous faisiez tout à l'heure, c'est effectivement un bon moment, parce qu'on peut penser que ces femmes sont dans des situations sociales de fragilité particulière et que c'est un bon moment pour aborder ces questions. Mais encore une fois, je crois qu'il faut diversifier vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait une culture de pouvoir parler de ces choses-là. On dit beaucoup que depuis l'affaire Weinstein, l'affaire MeToo, l'affaire Balance ton porc, etc., il y a eu une libération de la parole. Alors, sociologiquement, on dirait plutôt que la libération de la parole s'est accélérée. Parce qu'en fait, elle a commencé depuis le début des années 70 et on voit dans toutes nos enquêtes une augmentation continue des déclarations de violence. Et en fait, quand on fait des analyses approfondies, on voit que ce n'est pas tant qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'il n'y en avait avant, c'est parce qu'on en parle beaucoup plus facilement. Et en particulier, quand il y a eu toute cette mobilisation, alors je ne parle pas de la mobilisation des associations qui est extrêmement ancienne et efficace, mais toute la mobilisation politique dans les années 2000, au moment de la publication des grands résultats de l'enquête sur la première grande enquête sur les violences, on a vu en l'espace de 6 ans les déclarations de violence doubler. Donc c'est un mouvement qui a commencé avant l'affaire Weinstein, MeToo, etc., et qui s'amplifie. Et la réponse de la société et des professionnels, ça doit être de mettre des capteurs partout pour être en mesure d'écouter et d'accompagner les personnes qui Donc l'annonce qu'on a vue dans la presse avant-hier d'une augmentation des violences sexuelles de 18%, pour vous, c'est un effet... Ouais. C'est pas qu'il y a plus de violences sexuelles, c'est qu'elles sont plus révélées. Absolument, absolument. Pour autant, une des questions qu'on se pose, et on est en train de relancer une grande enquête nationale sur les sexualités, où on va traiter de manière approfondie ces questions des violences, on peut quand même s'interroger, en tout cas pour l'instant, on en parle plus, c'est pas qu'il y en a plus, mais on peut s'interroger sur les effets du contexte socio-économique et en particulier les effets marquants de la grande crise de 2008 qui contribuent à remettre en cause un certain nombre de rôles sociaux traditionnels dans la famille pour des personnes qui se trouvent dans des situations de précarité économique ou des hommes qui ne sont plus en mesure de répondre à ce qu'on attend socialement d'eux encore, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ça peut s'accompagner de violences et ça, c'est quelque chose qui est étudié. Mais je crois qu'il y a aussi un point, moi, je trouve qu'il faudrait évoquer, je me permets de poser la question. On n'a pas du tout parlé du numérique, de la sexualité numérique qui a explosé depuis quelques années, c'est-à-dire non seulement, je ne parle pas que de rencontrer un partenaire sexuel en allant se mettre sur un site de rencontre, mais aussi tous les échanges qu'il y a, toutes les agressions et tout le non-consentement. Et là, je pense qu'il y a un champ de réflexion énorme. Qu'est-ce que ça veut dire donner son consentement sur la toile? Comment on répond à et d'éducation. Voilà, un champ d'éducation indispensable. Maude? Précisément, la loi du 3 août 2018 récemment adoptée a créé une infraction spécifique concernant les violences sexuelles qui étaient liées à des prises de contact sur Internet. Donc c'est aussi manifestement quelque chose qui a été pris en compte parce que les chiffres ont explosé. Et concernant nos cours d'assises, quand j'ai commencé à exercer, nos cours d'assises étaient remplis d'affaires de hold-up.
Et il n'y en a plus, puisque pour des raisons de sécurisation des lieux où avaient lieu ces hold-up, mais aujourd'hui, on n'a quasiment que des crimes sexuels devant les cours d'assises en France. Moi, j'avais une question pour Maître Nizan. En tant que professionnel de santé, en tant que médecin, j'étais confrontée à une confidence de haut niveau de secret par une de mes ados de 13 ans qui me disait qu'elle était amoureuse de son beau-frère de 35 ans. J'avais trouvé que ce n'était pas une très bonne idée. Par la suite, elle allait très mal et j'ai été même amenée à l'hospitaliser et à me poser la question du signalement. J'ai fait cela quand elle est revenue vers moi à l'âge de 20 ans, alors qu'elle était déjà mère d'une petite fille et que là, elle a verbalisé des craintes par rapport à ce beau-frère sur sa nièce et qu'elle a verbalisé les choses graves qu'elle avait vécues à 14 ans. Et là, dans le cursus où j'ai fait le signalement pour protéger les enfants de cet homme, j'ai été donc interrogée par la police, puis comme témoin au procès. Et on m'a, en tant que médecin, longuement interrogée sur ce que je savais déjà et sur pourquoi je n'ai pas dit les choses avant. Et donc, on m'a même demandé de prendre un avocat pour me défendre moi. Donc, quand j'ai entendu cette histoire de consentement sexuel, je n'ai pas très bien compris, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en tant que médecin, lorsque je sais qu'une de mes ados de 13 ans a des rapports sexuels avec un adulte de 35 ans, je suis censée faire un signalement automatique. Pouvez-vous m'éclairer, parce que c'est plus très clair. Maud. Oui, en effet, vous avez un devoir de signalement, vous avez une obligation de signaler. On pourrait, pourquoi pas, vous reprocher, c'est prévu par la loi, de ne pas l'avoir fait. De là à ce que ça ait des répercussions concrètes en justice régulièrement, je ne l'ai jamais vu. Mais oui, vous avez effectivement une obligation de signalement lorsque des mineurs sont en danger. Si c'était ça votre question. Lorsqu'elle est en danger, mais au départ, elle m'a simplement fait la confidence de son état amoureux pour son beau-frère de 35 ans. Donc a priori, tant qu'on n'a pas des signes d'inquiétude, c'est pas une très bonne idée d'être amoureux. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée, mais je veux dire, c'était pas évident pour moi d'aller faire un signalement, alors qu'au départ, c'était son grand secret. Vous avez raison de soulever la difficulté qu'ont les professionnels de santé à savoir à quel moment il faut faire un signalement ou pas, étant précisé que le signalement peut causer des dégâts considérables dans les familles, parfois à tort lorsque le signalement a été fait un peu vite, et moi j'en ai vu des signalements qui n'auraient pas eu lieu d'être. C'est une difficulté que rencontrent les professionnels de santé, et bien sûr là aussi il y a une question de formation qui entre en compte. Dernière question. Oui, d'abord je voulais remercier Madame le médecin endocrinologue d'avoir rappelé que sur les enfants, ce n'est pas toujours le père, le beau-père ou l'oncle, ça peut aussi être, même dans des cas moindres, la mère, la belle-mère ou la tante. C'est très bien de le rappeler parce qu'il y a très peu de personnes qui le rappellent. Mais ce n'était pas ça l'objet de ma question. L'objet de ma question, c'est l'utilisation, le dévoiement auquel peut donner la notion de consentement sexuel. Pendant des siècles, notre civilisation occidentale a été misogyne, on ne peut pas dire le contraire, c'est un fait avéré, je crois que personne n'ira dire le contraire dans la salle. Depuis 30, 40, 50 ans, il y a quasiment un balancier qui part dans l'autre sens et qui a tendance à se tourner vers une civilisation qui devient de plus en plus androgyne. Et quel est l'usage qu'on peut ensuite faire d'un manquement au consentement sexuel ? L'affaire Strauss-Kahn, la brave dame qui a été victime ou qui aurait été victime est quand même partie avec un chèque d'1,5 million de dollars. Voilà, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je constate juste qu'elle est partie avec un chèque d'1,5 million de dollars. Ça doit faire rêver Carlos Ghosn dans sa cellule ou Neymar au PSG, qui ne gagne sans doute pas autant en un laps de temps aussi court. Mais ça peut provoquer des injustices très graves. Il y a quelques mois de ça, un de nos ministres a fait l'objet d'une plainte de cette nature, qui après enquête s'est avérée totalement inventé, enfin totalement dépourvu de tout fondement. En l'espèce, le ministre qui a été victime de cette chose monstrueuse, le nom est connu, c'est partout, c'est Gérard Darmanin, et il s'est avéré qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Alors il est évident que est-ce qu'il n'y a pas un risque de déviation, Weinstein, Andy Warhol, Woody Allen, Woody Allen et tellement d'autres, ça donne, Polanski et tellement d'autres, ça peut donner un dévoiement et un dévoiement très grave de l'idée. Alors la table ronde est pour conclure.
sur l'inversion de la victimisation et la victimisation des hommes. Nathalie Bajos. Oui, c'est une question qu'on entend, c'est une remarque qu'on entend très souvent. Oui, il peut y avoir des cas de personnes, de femmes qui utilisent ce climat actuel pour dénoncer des violences dont elles n'ont pas été victimes. Oui, il y en a. Mais c'est quoi par rapport au drame, aux centaines de millions de femmes qui, chaque année, dans le monde, sont victimes de tels abus, les ravages psychologiques et sociaux de toutes ces violences. Alors, voilà, c'est pas parce que mon grand-père est mort à 93 ans en fumant que le tabac n'est pas un facteur de risque du cancer du poumon. Donc l'argument de « il existe des femmes qui », oui, mais c'est énorme. Et je voudrais, enfin, je veux dire, le déséquilibre est énorme, et parce qu'il renvoie au fait que nos sociétés contemporaines, y compris la société dans laquelle on vit aujourd'hui, même si les choses ont évolué, restent fortement structurées pour des raisons socio-économiques sur ce que Pierre Bourdieu appelait la domination masculine. Et quand on évoque, et donc on est quand même, et c'est pour ça que je redis, et ce sera ma chute, si je puis dire, c'est que ce qui se passe dans la sexualité, ça traduit les rapports de pouvoir entre les sexes dans la société française. Et quand vous avancez le fait qu'il y a des femmes qui sont violentes, d'abord, les chiffres, je vous les ai rappelés, c'est une minorité d'hommes par rapport aux femmes qui sont victimes de violences, et les hommes qui sont victimes de violences le sont dans 95% par d'autres hommes. Et les femmes qui sont violentes, dans un nombre extrêmement élevé de cas, c'est de la violence en réponse à une violence initiale de leur part de leur partenaire. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes violentes. Oui, il y en a. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui structure tout ça, qu'est-ce qui structure ces tensions entre les sexes, politiquement, économiquement, pour qu'on puisse être efficace. Et Israël Nizan sera content, parce qu'il faut vraiment voir les choses comme elles sont, sinon effectivement on peut se raconter des histoires et continuer à discourir des années et des années et des années si on n'identifie pas clairement les logiques sociales et économiques qui créent ces situations de harcèlement, d'absence de consentement et de violence. Maud. Alors, il est vrai qu'avant que l'on pose la question de la preuve en justice, et on la pose heureusement et de manière très détaillée, avant cela, il y a déjà les prémices de quelque chose qui peut générer des préjudices immenses pour des personnes qui seraient accusées à tort d'infractions sexuelles. C'est une réalité. De placement en garde à vue, avec voilà, des choses qui ne restent pas forcément discrètes et qui peuvent gravement nuire à la réputation des personnes. C'est une vérité. Mais moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas notre système judiciaire qui, en général, vient rétablir les choses et qui, encore une fois, est un système en tout cas qui respecte, où il y a un vrai respect des droits de la défense. C'est en cela que je pense que la loi qui a été prise finalement a été une bonne loi et qu'on ne cherche pas des automatismes. Donc on est toujours dans la recherche de la preuve. En revanche, là où moi, en tant qu'avocat, je suis heurtée, c'est lorsque justement les droits de la défense sont bafoués, et c'est le cas lorsqu'il y a des lynchages médiatico-réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où MeToo, alors oui, on ouvre la parole, oui, on permet des plaintes d'être déposées de manière plus importante, c'est très bien, mais quand je vois des noms d'hommes jetés en pâture sur les réseaux sociaux, alors que pour moi, seul le procès équitable doit avoir lieu, c'est vrai que ça me gêne. Violaine Guérin. Alors, en guise de conclusion, deux petites facettes. Le sujet des violences sexuelles, vous avez rappelé qu'hier, il y a eu communication de plus de 17% de dépôt de plainte, mais peut-être que vous n'avez pas vu les chiffres de l'Alsace, plus 28%. Ça, c'est le témoignage de tout le travail qui est fait en Alsace et entre autres par votre service et tous les gens qui œuvrent
à mieux faire connaître le sujet des violences sexuelles en Alsace. Donc je pense que les Alsaciens, vous pouvez être fiers de ce chiffre, même si bien entendu, il traduit des tas de violences. Fiers de l'ouverture de la parole, pas de l'ouverture de la parole, de l'élévation du niveau de conscience et des actions qui sont mises en place. Donc ça, je pense que vous pouvez être fiers, mais effectivement, il y a un gros chantier. Et le deuxième sujet, de consentement, il faut effectivement le travailler en prévention dans les écoles. Et moi, je dirais qu'il y a un énorme problème au niveau de l'éducation nationale. Il y a tous les freins qui sont là. Et là encore, il y a des équipes alsaciennes qui ont été formées sur un programme de prévention en âge scolaire que nous avons mis en place avec les Canadiens et qui s'adresse à tous les enfants de la petite section de la maternelle jusqu'à la terminale. On vient juste d'apprendre que toutes les écoles Montessori de France ont décidé de l'implémenter et on espère qu'un jour l'éducation nationale bougera vraiment parce que 2000 conseillères conjugales et familiales c'est bien, mais vous imaginez que pour faire 3 interventions par an, par niveau de classe, dans tous les collèges, lycées, écoles maternelles et autres, il faut être bien plus nombreux. Merci en tout cas beaucoup d'avoir... Nadine, comme je t'ai rudoyé, tu as le mot de la fin. Merci. Non, en fait, ça me semble absolument capital qu'on continue à parler des violences sexuelles à tous les niveaux, pas qu'au niveau de l'hôpital, au niveau des magistrats, de la justice, absolument partout. Et je rejoins ce que disait Nathalie Bajos tout à l'heure. Il serait vraiment dommage qu'on retienne juste qu'effectivement, dans l'épaisseur du trait, il y aura peut-être des victimes collatérales, mais au milieu du flux de violence et de la parole si douloureuse à libérer des victimes qu'on ne retienne que ça. Et pour élever vos consciences, je vous invite à aller voir 2 films, un qui concerne les filles, l'autre les garçons, parce que ce sont des victimes dans les deux situations. Ce sont les chatouilles et le film Grâce à Dieu qui va sortir demain. Voilà, comme ça, vous ferez votre propre idée. Un grand merci aux orateurs pour cette table ronde magnifique. Et je vais demander à Aurélien, vice-président du Forum, de venir, à Raphaël Bloch, à qui nous devons ce forum magnifique, à Mati, qui a assuré notre sécurité, et à Maude, qui a participé énormément à l'organisation de ce magnifique forum. Et donc, je voudrais que vous les applaudissiez. Peut-être si Georges et Léa sont dans le coin, ils peuvent également nous rejoindre de Boulevard des Productions, et Sophie aussi, si elle peut laisser son ordinateur, puisqu'elle s'occupe des réseaux sociaux. Je pense je vais garder un œil dessus pour que tout se passe bien. Voilà, remercier bien entendu Georges et Léa qui doivent être en train d'arriver. Bien, je crois qu'on peut aussi applaudir bien fort Israël Nizan, parce que on se doit aussi donc de remercier nos partenaires de toujours. Il y a la ville de Strasbourg, l'Eurométropole et la région Grand Est qui nous soutiennent depuis le début. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à participer à ce forum. Le forum, c'est de plus en plus vous et de moins en moins nous. On vous laisse de plus en plus la parole et c'est pour notre plus grand plaisir. Et puis, j'aurais tendance à vous dire qu'on va vous laisser une année pour vous préparer. Parce que dans un an, ça sera la 10e édition et on vous réservera plein de surprises.